Bonjour, bienvenue aux nouveaux qui nous ont rejoints dans l'intervalle. On va donc démarrer ce webinaire qui a pour thème se concentrer sur la valeur client pour retrouver une croissance durable. Alors, en quelques mots, je voulais vous représenter Advalo et surtout la genèse. Advalo, c'est une société qu'on a créée avec Olivier, mon associé. On avait tous les deux passé pas mal de temps dans le digital chez Yahoo et chez Google. Puis ensuite, on a beaucoup travaillé dans de la CRM. Et en 2013, le constat qu'on a fait en rencontrant pas mal de retailers autour de nous, eux faisaient un constat d'une baisse de trafic en magasin qui était une baisse de trafic importante, très très significative. Et la réponse qu'ils avaient donnée à cette baisse de trafic était principalement, beaucoup de pression marketing. On reçoit tous aujourd'hui une centaine d'emails par jour. Dès qu'on va sur un site e-commerce, il y a du retargeting qui s'active pendant quelques semaines. Donc beaucoup de pression marketing et puis aussi beaucoup de promotion. On s'est tous habitués finalement à consommer à moins 30, à moins 40%, et pas seulement en période de solde, mais un petit peu toute l'année. Et donc ça a remis concrètement en cause fondamentalement le modèle économique des retailers. Et tout l'enjeu, ça a été justement d'adresser cette problématique et d'aller voir les retailers pour leur proposer d'avoir une démarche différenciante, c'est-à-dire de sortir de ce marketing de masse qui est polluant, qui est intrusif, pour justement mener un marketing qui soit le plus individualisé possible. Et donc, pour faire ça, on a créé Advalo, et notamment la plateforme qui va nous permettre, à travers la data, d'avoir une vision extrêmement fine de chacun des consommateurs et de le solliciter au moment opportun avec le produit opportun. Aujourd'hui, c'est une plateforme qui finalement va nous permettre de faire trois choses. La première, c'est de se dire parmi tous les clients que vous avez dans vos différentes bases clients, c'est d'être capable d'identifier ce qu'on appelle les poches de valeur, c'est-à-dire de se dire finalement quels sont les clients qui ont la plus forte valeur, quels sont ceux qui, a priori, il faut savoir conserver, accompagner, développer. Donc, le premier sujet, c'est de partir de votre base client et d'identifier cette valeur client. Le second, c'est d'être capable de se dire quels sont les moments clés auxquels il est le plus pertinent de solliciter ses consommateurs. Le plus pertinent étant les moments où ils sont évidemment les plus appétants et donc ils seront les plus réactifs à vos campagnes. Et puis, troisième élément, c'est d'être capable de se dire finalement, il faut accompagner ses consommateurs sur l'ensemble des points de contact qu'une enseigne a mis en place pour être présente auprès de ses consommateurs. Ces points de contact, c'est tout ce qu'elle va faire sur Google, sur Facebook, lorsque le consommateur passe sur son site, lorsqu'elle envoie des emails à son consommateur. L'enjeu, c'est d'être présent sur l'ensemble de ces points de contact de façon à la fois personnalisée et de façon systématique. Donc, Advalo permet à ces enseignes de sortir de ce marketing de masse, de passer à un marketing individualisé. La plateforme, concrètement, c'est une plateforme qui à la fois est puissante, elle tire parti de la data et de l'intelligence artificielle, mais à la fois, en termes d'usage, elle est extrêmement simple. Elle tire parti, on va dire, de quatre grandes briques. La première, c'est cette capacité à réconcilier des données qui sont à la fois des données online, c'est-à-dire qu'on va regarder ce que les consommateurs font sur site en termes de navigation. Évidemment, ce que les consommateurs achètent en e-commerce, ça c'est un premier set de données online. C'est la donnée chaude, mais aussi l'ensemble des données qui sont dans vos systèmes de caisse, dans les magasins, dans les outils CRM de vos vendeurs. Donc, d'être capable d'aller consolider l'ensemble de ces données à la fois online et l'ensemble de ces données offline. Une fois que ces données sont consolidées dans la même plateforme, elles le sont en continu, on va ajouter de l'intelligence. Advalo, ça veut dire ajouter de la valeur. Donc, ce qu'on veut, c'est effectivement tirer parti de la donnée pour amener de l'intelligence. Et pour faire ça, on a mis en place une cinquantaine de modèles prédictifs qui tirent parti de l'intelligence artificielle pour justement être capable de mieux comprendre chaque consommateur, quel est son intérêt, quelle est son intention, où il en est dans son parcours d'achat. On verra tout à l'heure des exemples extrêmement concrets. Lorsqu'on a qualifié pour chaque consommateur ses centres d'intérêt, on va chercher à les stimuler à travers des outils que vous avez déjà. En général, il y a déjà des outils de gestion de campagne. Ça peut être Splio, Adobe, Salesforce, Selligent, etc., etc. Sur votre site internet, on va retrouver des outils de personnalisation comme A/B Testing, comme Caméléon, etc. Et puis, on va retrouver aussi l'ensemble des points de contact qui sont les points de contact médias. Et donc, on va avoir des stratégies d'individualisation sur Google AdWords, sur Facebook, etc., etc. Donc, ça va nous permettre de comprendre le consommateur, de déclencher des campagnes qui sont extrêmement personnalisées, et puis derrière aussi de mesurer l'impact de nos actions. Et pour mesurer l'impact de nos actions, ce qu'on va amener d'extrêmement différenciant, c'est cette capacité finalement, en consolidant les données offline magasin et les données online, d'être capable de mesurer finalement l'impact de vos actions digitales, pas seulement sur le chiffre d'affaires qui est fait en e-commerce, ça c'est une chose, mais aussi et surtout sur le chiffre d'affaires qui va être fait dans l'ensemble de vos magasins
ou auprès de l'ensemble de vos commerciaux. Donc, c'est ce qu'on appelle la mesure de l'impact omnicanal. Et donc, c'est le quatrième pilier de notre plateforme qui nous permet d'avoir une vraie lecture de la performance des campagnes que l'on lance avec un impact à la fois e-commerce, à la fois magasin. Je vais revenir quelques minutes sur les modèles prédictifs pour vous expliquer un petit peu quels exemples de modèles on a mis en place. Alors, on a parlé de bien comprendre chaque consommateur. Donc, les premières typologies de modèles, ça va être des modèles de segmentation. Alors, vous connaissez certainement pour beaucoup d'entre vous des modèles qu'on appelle récence, fréquence, montant, qui permettent de bien comprendre quels sont les consommateurs qui reviennent fréquemment, est-ce qu'ils sont revenus il n'y a pas longtemps, et globalement, quel est leur niveau de consommation. Donc ça permet de comprendre quels sont vos clients à valeur ajoutée. Mais ça ne va pas être suffisant. On va rajouter des modèles qui vont nous permettre de prédire la valeur client. Ça, c'est important, c'est de se dire, finalement, sur mes 100 000 clients que j'ai actuellement en base, quels sont ceux qui, dans les 6 mois, seront mes plus gros consommateurs. Et donc, ça va être évidemment ceux sur lesquels je vais prévoir des actions de fidélisation les plus importantes. Je peux aussi décider de chercher à mieux comprendre ces consommateurs. Donc, on va utiliser des modèles de qualification sociodémographique pour se dire, tiens, c'est marrant, parmi mes meilleurs acheteurs, est-ce qu'ils ont des points communs? Effectivement, on verra sûrement que les meilleurs acheteurs de Jardiland ont certainement tous un jardin, plus ou moins. Mais voilà, ça, c'est des données qui vont nous permettre d'expliquer pourquoi cette typologie de clients sont des très bons clients, consomment souvent et fréquemment dans l'enseigne. Ça, c'est un modèle de segmentation qui permet de décrire la base de données et derrière de se concentrer sur les clients à plus forte valeur. Deuxième type de modèle, ça va être des modèles d'intention et de ciblage. On cherche à comprendre à tout moment, un consommateur passe sur site, quelle est son intention d'achat? Un consommateur passe sur site, quel est le produit ou quelle est la typologie de produit auquel il s'intéresse? Et donc là, on va mettre en place plein de scores d'intention, de scores d'appétence qui nous permettent de comprendre à tout moment pour chaque consommateur individuellement les informations qui vont, les produits qui vont l'intéresser. Et puis effectivement, lorsque je vais communiquer auprès de ces consommateurs, eh bien, je dois leur proposer des produits qui a priori sont les produits sur lesquels auxquels ils seront les plus réactifs. Et là, on a différents modèles. Alors des modèles simples, type ceux qui ont acheté ci ont acheté ça. C'est un modèle qu'on appelle cross-transaction chez nous. C'est un peu le modèle Amazon traditionnel. Mais il y a beaucoup d'autres modèles intéressants qu'on va pouvoir mettre en place pour pouvoir être capable à tout moment pour chaque consommateur de proposer un produit qui sera a priori le produit qui aura le plus de chances de déclencher une visite et de déclencher un achat. Alors, quand on parlait tout à l'heure de la mesure incrémentale du chiffre d'affaires, on l'amène chez l'ensemble de nos clients. En moyenne, nos clients constatent de 2 à 4% de chiffre d'affaires incrémental supplémentaire en moins de 12 mois d'usage de la solution. Là, si on prend un cas de But, notamment, But, au bout de 6 mois, déjà, ils étaient capables de démontrer que sur un chiffre d'affaires d'1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires, ils généraient 1% supplémentaire, soit 18 millions de chiffre d'affaires incrémental. Donc, c'était extrêmement important. Sur une enseigne comme Grain de Malice, qui fait à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, ils ont été capables de générer plus de 3,5% de chiffre d'affaires en 12 mois d'usage de la solution. Donc ça, tout l'enjeu, dans l'ensemble des actions que l'on va mettre en place, l'enjeu, c'est d'être capable de mettre en place l'action simplement et surtout de la mesurer pour se dire est-ce que c'est une bonne action que je vais automatiser dans le temps ou est-ce qu'au contraire, c'est une action que je dois reconsidérer et retester dans le futur. Donc voilà un petit peu, j'en ai fini pour la présentation d'AdValo au global. Et ce que j'aimerais maintenant, c'est rentrer dans le sujet qui nous intéresse, qui est ce sujet de valeur client. Alors, juste une petite définition. Avant de passer à la définition, juste un petit témoignage. Globalement, on travaille avec un cabinet qui s'appelle le cabinet de Prosper. C'est un cabinet qui est un cabinet de retournement et qui a travaillé avec pas mal d'enseignes qui sont des enseignes clientes aujourd'hui d'AdValo. Et l'enjeu des retailers aujourd'hui qui sont extrêmement challengés sur leur croissance de chiffre d'affaires, sur la marge, sur la rentabilité de l'entreprise, eh bien, aujourd'hui, tout l'enjeu pour eux, c'est d'être capable de se dire, finalement, ça sert à rien de continuer à aller chercher des clients qui vont me racheter des produits à moins 30, à moins 40%. Il faut que je sois capable de me réidentifier le cœur de cible, les clients qui vont être prêts à acheter mes produits en me laissant une véritable marge. Donc, l'enjeu, c'est de sortir d'un développement, d'une croissance de chiffre d'affaires à tout prix, mais plutôt de se reconcentrer sur une cible client qui, elle, a une véritable valeur. Et donc, d'où ce sujet de la valeur client qu'on cherche aujourd'hui à identifier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous expliquer quels sont les facteurs qui permettent de développer cette valeur client et quelles sont les stratégies marketing qui vont nous permettre de le faire. Alors, juste une question de définition, vous le savez peut-être tous, mais c'est juste pour
pour repositionner un petit peu le débat, qu'est-ce qu'on appelle la valeur client? Concrètement, majoritairement dans les enseignes, ce qu'ils appellent, eux, la valeur client, c'est de se dire, la valeur d'un client, c'est le montant qu'il aura dépensé dans mon enseigne sur les 12 derniers mois. Alors, pourquoi c'est important? Parce que tous les clients ne se valent pas. On regarde dans le petit tableau en dessous, on a un client A qui achète un premier article qui est un maillot de bain. Le client B, il achète lui aussi un premier article qui est aussi un maillot de bain. Donc, on peut se dire que finalement, ces deux clients, ils sont finalement assez équivalents. Ils ont tous les deux acheté un maillot de bain à peu près 40 €. Et donc, on peut se dire que dans notre campagne d'acquisition, par exemple, on a fait un bon recrutement et puis on a des clients qui nous achètent un maillot de bain. Ça, c'est une lecture qui est intéressante d'avoir. Mais ce qui est encore plus important, c'est de se dire, mais dans le temps, qu'est-ce qui va se passer finalement? Un client que j'acquiers aujourd'hui, quelle est sa véritable valeur sur les 12 prochains mois? Et on va se rendre compte que notre premier client qui avait acheté un maillot de bain, il va me racheter une raquette à 150 € et puis il va me racheter un vélo à 700 €. D'accord? Donc, au global, il aura une valeur client de 2200 € à peu près. Je suis désolé pour la somme, c'est pas tout à fait certainement pas tout à fait la bonne somme, mais vous aurez fait vous-même l'arithmétique. Mon deuxième client, qui lui aussi ressemblait à mon premier client parce qu'il avait lui aussi acheté un premier maillot de bain à 40 €, il m'a acheté des tongs à une dizaine d'euros. Donc, au global, il aura dépensé chez moi 50 €. Donc, on voit bien que c'est pas du tout la même valeur client, même si finalement, on va solliciter des clients, on va faire venir des clients dans l'enseigne pour un produit qui va être un produit équivalent, c'est pas du tout la même valeur client. Et si je voulais acquérir d'autres clients qui ressemblent à mes meilleurs clients, effectivement, je serais plutôt bien avisé d'aller cibler des clients qui ressemblent à mon client A, mais plutôt exclure des gens qui sont des clients à faible valeur, qui sont des clients qui correspondent à mon client B. Donc, ce principe de valeur client est important et il est important d'être capable de le factualiser, d'arriver à le mesurer. OK? Globalement, pour développer la valeur client, et c'est là où on arrive au levier, il y a 3 éléments clés. Un, on l'a évoqué, c'est d'être capable d'identifier quels sont les clients à fort potentiel. Donc, c'est de se dire parmi tous mes clients, quels sont ceux qui consomment le plus. Ça, c'est une réponse assez simple. On l'a en général dans une segmentation RF ou RFM, on va répondre à cette première question assez simple, qui est de dire qui sont les clients qui consomment le plus chez moi. Maintenant, l'enjeu, c'est pas juste de savoir qui sont-ils, mais c'est surtout de comprendre quel est l'ADN, qu'est-ce qui fait que ces clients ont un comportement ont une typologie sociodémographique qui fait que ce sont des gens qui structurellement dépensent plus dans mon enseigne. Donc, il y a un premier sujet qui va tirer parti de la data, qui nous permet de se dire, pour chacun des clients, je vais identifier son ADN et je vais surtout chercher à recruter mes futurs clients sur la base de ses meilleurs clients. Donc, on verra tout à l'heure ce qu'on appelle recruter des lookalikes, c'est recruter des sosies de mes futurs meilleurs clients. Donc, la stratégie, c'est d'identifier mes clients à fort potentiel et d'aller en chercher des nouveaux qui leur ressemblent. Deuxièmement, on sait que ces clients à fort potentiel, pour certains, on va être capable de leur envoyer un email, pour certains, on va être capable de leur envoyer un SMS, et pour beaucoup d'entre eux, on ne va pas forcément être capable de le faire. On verra pourquoi, parce qu'ils sont en opt-out, parce qu'en magasin, on n'a pas pris leur email, il y a plein de raisons, bonnes ou mauvaises, pour lesquelles on ne sait pas animer ces clients-là. Et on verra tout à l'heure que plus on est capable d'animer un client, plus on est capable de développer la valeur de chacun de ces clients. Effectivement, si vous faites un premier achat dans une enseigne et que cette enseigne ne vous recontacte jamais, à moins que ce soit un magasin devant lequel vous passez tous les jours, il y a moins de chances que vous alliez acheter à nouveau dans cette enseigne qu'une autre enseigne qui effectivement aura pris votre email, vous aura raconté l'histoire de l'enseigne, vous aura proposé des produits complémentaires à votre premier achat, etc., etc. Donc on verra que l'animation, elle est assez clé. Et puis cette animation, encore une fois, l'objectif, c'est pas de la faire à tout prix, on reçoit trop d'emails, mais c'est de la faire à bon escient. Et donc là, on verra que la capacité à détecter les bons prétextes de prise de parole, les bons moments pour chaque consommateur, et en personnalisant le message pour chaque consommateur, ça nous permettra d'augmenter drastiquement la réactivité de mes campagnes marketing. Allez, on y va pour les solutions et on va essayer de regarder un petit peu comment faire. Premier sujet, on l'a dit, l'objectif, c'est de se concentrer sur les clients à plus forte valeur. La première stratégie, c'est d'identifier l'ADN de ces clients à forte valeur. Donc, globalement, on va faire une segmentation, on va identifier les clients qui dépensent le plus dans l'enseigne et on va chercher à en savoir plus sur ces consommateurs. Première chose, on peut comprendre quelle est leur qualification socio-démographique. Est-ce que c'est des gens qui sont plutôt des urbains, des ruraux? Est-ce qu'ils sont plutôt en couple avec des enfants? Est-ce que c'est des familles sans enfants, etc., etc. On va chercher à qualifier l'affinité produit.
Il y a peut-être des produits qui, dans votre enseigne, font en sorte que des clients vont être très, très attachés à l'enseigne. Je prends l'exemple d'un manteau. Un manteau, c'est une pièce, une grosse pièce en général, ce qu'on appelle une grosse pièce, une pièce assez importante, c'est un certain coût. Quand un client achète dans une enseigne un manteau, on sait qu'en général, il va être assez fidèle à cette enseigne. Il aura mis sa confiance dans un objet qui est assez cher et qui est important à ses yeux. Troisième élément, c'est ce qu'on appelle la motivation d'achat. On va, à travers de l'intelligence artificielle, chercher à classifier tous les consommateurs et savoir à quel moment ils achètent. Est-ce que ce sont des gens qui achètent plutôt au début de saison? Est-ce que ce sont des gens qui achètent un petit peu tout le temps, tous les produits? Donc, c'est un peu les fans, entre guillemets, traditionnels. Est-ce que ce sont des gens qui n'achètent que en promotion? Alors, ce sont des promophiles. Donc, c'est pas inintéressant, mais c'est pas forcément des gens qui ont beaucoup de valeur. Donc, tous ces éléments, toute cette capacité à amener des modèles de qualification, des modèles prédictifs, vont permettre d'identifier mes meilleurs clients, de savoir qui ils sont, de comprendre leur motivation d'achat et de prédire une valeur client future qui me permettra de savoir ceux sur lesquels je veux concentrer mon effort et mes budgets marketing. Donc ça, c'est ça qui va nous permettre de comprendre l'ADN. Comprendre cet ADN, ça me permettra de savoir qui sont mes clients fidèles à gros montants. Effectivement, on voit que les clients fidèles à gros montants, ils ont une valeur client de 483 €. Là où des fidèles à gros montants, mais qui sont des promo addicts, c'est-à-dire qui achètent beaucoup en solde, eux, ils ont plutôt une valeur client à 300 €. Donc 180 € de différence, c'est quand même très, très significatif. Donc effectivement, lorsque je vais mener des campagnes d'acquisition, je vais plutôt prendre comme base de départ mes fidèles à gros montants pour aller chercher des consommateurs qui ont le même profil. De la même façon, ça m'intéresse de me dire sur l'ensemble de mes actifs, globalement, quels sont si je suis par exemple dans une enseigne de puériculture, ou en tout cas je suis dans une enseigne qui va vendre des vêtements pour enfants, eh bien je vais regarder en fonction de la typologie de l'enfant, quels sont ceux qui ont la plus forte valeur. Donc, en étant capable de faire le tri entre ces clients qui sont les clients opportunistes ou les clients qui ont une plus faible valeur et en identifiant les clients à plus forte valeur, ça me permet d'avoir un bon point de départ. Ça, c'est la compréhension de l'ADN. L'usage de ça, c'est quoi? C'est de se dire, si je dois acquérir à l'enseigne d'autres clients qui ressemblent à mes clients à plus forte valeur, et très simplement, la plateforme va permettre d'identifier des audiences, des listes de clients qui sont des clients à plus forte valeur. On va automatiquement se synchroniser avec Facebook, Instagram, Google, et on va dire à Facebook, Instagram, Google, trouve-moi des jumeaux, trouve-moi des sosies statistiques de ces gens-là. Je veux des clients qui seront mes futurs meilleurs clients de demain. Et donc, à travers le ciblage de ces audiences-là, on va pouvoir acquérir des clients qui auront la plus forte valeur dans le temps. Alors, si on prend un exemple, là, si on prend l'exemple d'une campagne qu'on a mise en place, de campagnes qui sont maintenant récurrentes avec Grain de Malice, qui est une enseigne du groupe Mullier, on va effectivement identifier mes profils à plus forte valeur. Alors là, on parle évidemment des très bons clients. On va se connecter automatiquement à Facebook, à Google, à DoubleClick, et on va aller faire des campagnes médias qui seront des campagnes qui ciblent des jumeaux, des lookalikes, des sosies de mes meilleurs clients. C'est ça qui va me permettre de me dire, finalement, pour les nouveaux clients que j'ai su acquérir, j'en ai finalement 2 fois plus qui sont des clients qui deviendront des très bons clients que mes campagnes traditionnelles. Donc peut-être qu'au départ, la campagne en tant que telle, elle va être, on va dire, classique. Ça va être une campagne traditionnelle en termes du volume de consommateurs qui va être amené par cette campagne. Mais ce qui est important, c'est que si on regarde dans le temps, c'est de s'assurer qu'elle va m'amener des clients qui ne sont pas des clients qui n'achètent qu'une seule fois, ne sont pas des opportunistes, mais elle va m'acheter des clients qui achètent 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois dans l'année, et donc qui sont proches de mes très bons clients. Voilà une première stratégie qui me permet d'identifier les meilleurs clients de ma base et d'aller recruter des clients qui sont très similaires. Deuxième sujet, c'est de se dire, j'ai des clients qui sont dans ma base de données, mais finalement, il faut que je sois capable d'en animer un très grand nombre. Et on va voir un peu les problématiques que rencontrent les enseignes aujourd'hui. Alors, premier constat, c'est que on sait maintenant mesurer, lorsqu'on regarde sur l'ensemble de la base, on va regarder ce qu'on appelle les points de contact. Alors, un point de contact, ça peut être une adresse postale me permet d'envoyer un courrier, une adresse email me permet d'envoyer un email, un numéro de téléphone me permet d'appeler, typiquement un numéro de mobile me permet d'envoyer un SMS, etc., etc. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des points de contact. Et ce dont on se rend compte, c'est que les clients, plus on a de capacité à les contacter, plus il y a de points de contact qui sont disponibles,
on a le numéro de téléphone plus l'email, plus l'adresse postale, etc., plus ces clients seront sollicités et donc auront une valeur client importante. Donc ça, c'est extrêmement important parce que, effectivement, quand on a bien identifié ça, ça va nous permettre, par exemple, de travailler avec les équipes retail, les équipes magasins, et leur dire, vous voyez pourquoi on vous demande, par exemple, de prendre un email en caisse. On vous demande de prendre un email en caisse parce qu'une personne qui va avoir un email, au lieu de consommer 66 € dans vos magasins, elle va consommer 94 €, par exemple. D'accord ? Si on demande aux équipes magasins de recruter des clientes et de les embaser dans une carte de fidélité, dans laquelle une carte de fidélité, souvent, on demande une adresse postale, on demande un numéro de téléphone, etc. Eh bien là, on va avoir 3 ou 4 points de contact pour contacter ce consommateur. Et là, sa valeur client peut être potentiellement de 187 €. Donc, on voit que c'est extrêmement important de bien comprendre quels sont les leviers de développement de valeur. L'un des leviers principaux, c'est cette capacité à avoir plus de points de contact et donc à animer plus fréquemment et plus finement, surtout, chacun des consommateurs pour développer la dépense qu'il va avoir au niveau de l'enseigne. Okay, donc, premier enseignement, c'est plus il y a point de contact, plus on développe la valeur du client. Deuxième enseignement, qui est intuitif, mais ça vaut le coup de le mesurer, pour le coup, c'est d'être capable de se dire, il faut donner envie aux consommateurs de consommer, non pas seulement dans les magasins, mais être capable de les aider à consommer avant, pendant, après le magasin, c'est-à-dire préparer leur achat potentiellement sur le web, leur permettre de consommer un article en magasin, et puis leur donner envie de racheter un deuxième produit, par exemple, une fois qu'ils ont quitté le magasin, directement sur le site e-commerce. Alors pourquoi il faut faire ça? Ça paraît assez simple, mais c'est l'omnicanalité. Tout le monde en parle. Là, nous, ce qu'on a cherché, c'est à mesurer cette omnicanalité. Et ce dont on se rend compte, c'est que finalement, un client qui ne consomme qu'en magasin, il a une valeur client de 115 € sur 12 mois. Un client qui ne consomme que sur Internet, il a une valeur client de 60 €. Mais un client qui est capable de faire au moins un achat sur l'un et l'autre des leviers, c'est-à-dire au moins une fois en magasin et une fois sur Internet, eh bien, il va consommer 218 €. C'est pour ça que c'est important. Alors, c'est assez intuitif. On se dit, effectivement, un client qui connaît le site, qui passe régulièrement dessus, qui est capable d'acheter des produits autant qu'il va être capable sur le site, autant qu'il va être capable d'acheter en magasin, il va dépenser plus. Mais donc, il faut chercher absolument à favoriser cette omnicanalité pour pouvoir développer la valeur client. Et on verra tout à l'heure des cas concrets d'usage qui vont nous permettre de développer cette omnicanalité. Troisième élément, alors ça ce qu'on a vu effectivement ici, c'est de se dire, c'est le constat. Le constat, c'est plus on a de points de contact, plus on sait développer la valeur client, plus le client est omnicanal, plus il va consommer. Maintenant, quand on essaie de comprendre, quand on fait le bilan avec nos clients, avec les enseignes avec lesquelles on travaille, eh bien, on essaie de qualifier leur capacité de contact. Et on se rend compte que finalement, quand vous avez 100 clients qui passent en caisse, en général, si les équipes magasins font bien leur travail, elles vont être capables d'avoir 80%, pour 80% de ces clients, on va avoir au moins un point de contact, un email, un numéro de téléphone, etc. Sur ces 80% de clients pour lesquels on a un point de contact, l'adresse email aura été prise à peu près dans 80% des cas. Donc, ça veut dire que 64% des clients qui sont passés en caisse ont laissé leur adresse email. Maintenant, malheureusement, les enseignes sollicitent et souvent sursollicitent leurs clients. Et donc, très rapidement, il y a des clients qui se mettent en opt-out. Et donc, on se rend compte que finalement, le taux d'opt-in de mes clients pour lesquels j'ai un email, il est en bon an, mal an, il va être assez rapidement de 50%. Donc, sur mes 64% de clients pour lesquels j'avais l'email, j'ai 50% qui sont opt-in, et donc 32% de ma base est contactable réellement par email. Et puis, malgré tous les efforts que j'ai faits, aujourd'hui, il y a globalement un client sur 5 qui ouvre ses emails. Il y a 20% de taux d'ouverture des emails. Et donc, si je prends 32% des gens qui reçoivent mes mails et que j'applique ce taux de 20%, eh bien, ça me donne 6,4% des gens qui reçoivent des emails et les ouvrent. Et donc, sont finalement réellement sensibilisés à mes produits. Ça, c'est un véritable enjeu parce qu'on se rend compte que malgré, on peut tout à fait se dire qu'on a fait un bon boulot en magasin, on a collecté 80% des emails, on fait un boulot correct en se disant qu'on a un taux d'opt-in de 50%, mais finalement, quand on descend l'ensemble de ces étapes-là, on se rend compte qu'il n'y a plus que 6% des clients qui sont animés. 6%, c'est pas grand-chose. L'enjeu, c'est qu'est-ce que je fais de mes 94% restants? Sur ces 94%, l'enjeu, c'est de se dire, finalement, sur les 80% des clients pour lesquels j'ai au moins une coordonnée, eh bien, si je me connecte à Facebook, à Google, à Criteo, je vais être capable, bon an, mal an,
de retrouver à peu près 50% d'entre eux. C'est-à-dire en donnant à Facebook l'adresse email, la ville, le nom, le prénom, la date de naissance, par exemple, ça va me permettre de retrouver à peu près 50% des consommateurs que j'ai en base et pour lesquels j'ai au moins une coordonnée. Ces 50%, ça veut dire que sur mes 80%, il me reste 40% de la base. Là-dessus, je vais mener des campagnes. Et ces campagnes, je ne vais pas pouvoir toucher tout le monde à chaque campagne, je vais toucher que 60%. Donc, globalement, ça va me permettre de toucher 24% de mes clients, in fine. D'accord? Donc, aussi bien tout à l'heure, j'en touchais 6,4% de mes clients qui étaient des ouvreurs email. Aussi bien là, en plus de ces clients-là, je vais être capable de toucher 24% supplémentaires. Donc, au total, ça me fait 30% de ma base. Donc, on est passé d'un cas où je me disais, j'ai une bonne base client, je sais à peu près en contacter 64% par email. On est passé à une mauvaise nouvelle qui est de dire, ceux qui sont vraiment les gens exposés à mes emails, qui les ouvrent, qui les regardent, il n'y a plus que 6%. Et là, finalement, on est en train de se dire que, en plus de ces 6%, je sais toucher 24%, donc au total, 30% de ma base va être réellement animée. Et on sait très bien qu'entre un client qui est animé et un client qui n'est pas animé par les campagnes de l'enseigne, on va avoir une valeur client à peu près de 20% supplémentaire pour les clients qui sont animés. Donc, si je sais animer 4 fois plus de clients, ça veut dire que je vais savoir développer la valeur client de 4 fois plus des consommateurs que j'ai dans ma base. Donc, ça, c'est clé. Donc, comment je vais faire ça? Quelques exemples, par exemple, de campagnes qu'on a mises en place. Là, c'est avec le groupe ERAM. L'objectif, c'est de se dire, ils ont un plan CRM dans lequel il y a des moments de vie assez clés, l'anniversaire, le bienvenu dans l'enseigne, etc., etc. Eh bien, l'objectif, ça a été de se dire, pour tous les clients que je ne sais pas animer en email, je vais leur envoyer des campagnes directement sur Facebook ou sur Instagram. Donc, je vais les cibler directement sur l'écosystème sur lequel ils se trouvent, sur Facebook et sur Instagram. Et donc, ça va me permettre de continuer à les animer alors que jusqu'ici, je ne savais plus, ils ne regardaient plus mes emails. D'accord? Donc, on voit bien que c'est un canal de communication supplémentaire et c'est un canal de communication supplémentaire qui est puissant puisque là, lorsqu'on l'a testé, on s'est rendu compte qu'on avait à peu près 24% de conversion incrémentale sur une campagne, par exemple, bon anniversaire. D'accord? Première chose. Deuxième chose, le consommateur, au lieu de recevoir un 101e email dans sa boîte, eh bien, finalement, le matin ou dans la journée, il est en train de consulter Instagram et là, il va avoir une publicité qui arrive. Et donc, pour lui, en termes de pression marketing perçue, c'est beaucoup moins intrusif d'avoir une publicité dans son flux d'actualité que ça ne l'est de recevoir un 101e email dans sa boîte email. Donc, on répond à deux enjeux ici. On répond à un enjeu d'efficacité marketing d'une part, 24% de conversion incrémentale, et on répond à un enjeu de pression marketing perçue qui sera effectivement bien inférieur à celui de recevoir un email ou un SMS. Autre exemple, ça va être de se dire, finalement, aujourd'hui, il y a beaucoup de clients que j'aimerais faire réacheter, par exemple, dans mon enseigne. C'est des gens pour lesquels lorsqu'ils tapent des mots-clés, ce que j'aimerais, c'est qu'à chaque fois qu'ils tapent un mot-clé, par exemple, là, on est dans le cas de Grande Malice. Grande Malice vend des vêtements aux femmes. Ce que j'aimerais, c'est qu'à chaque fois que cette femme, elle est en train de rechercher un jean, elle pense à Grande Malice. Alors, effectivement, si j'achète le mot-clé générique jean, ça me coûte extrêmement cher et ça va être très, très peu rentable parce que ça peut être aussi bien une ado de 13 ans qui cherche un jean qu'une femme de 50 ans. Moi, je cible en tant que Grande Malice, je cible plutôt les femmes de 45 ans. Ce qui va m'intéresser, c'est de me dire, mes clientes qui sont actuellement en train de chercher un jean, je vais m'assurer que systématiquement, l'enseigne Grande Malice revient en numéro 1 de ces catégories-là en particulier. Donc, je sors d'une stratégie d'achat média dans laquelle je dis, j'achète des mots-clés pour tout le monde. Là, ce que je vais dire, c'est que j'achète des mots-clés peut-être plus génériques, mais pour une petite partie de la population qui correspond à ma base CRM en particulier. Et ça va me permettre, encore une fois, de baisser le coût d'acquisition. Donc, Grande Malice a constaté à travers ses campagnes une baisse de 30 à 50% du coût d'acquisition sur ces campagnes-là. Et c'est assez simple, c'est des campagnes qui sont dédiées à ses clientes, donc c'est assez logique. Et puis, effectivement, en termes de pression marketing perçue pour la cliente, c'est une pression qui est nulle. Voilà quelques exemples. Dernier exemple que l'on peut évoquer. Donc là, ce sont deux exemples qui tirent parti finalement de ma capacité de contact de mes clientes au-delà de l'email, d'être capable d'aller les contacter sur Facebook ou sur Google. Autre chose, et là c'est plutôt un cas classique d'email, mais qui va me permettre de développer l'omnicanalité de mes clientes,
c'est-à-dire leur envie de consommer aussi bien lorsqu'elles sont en magasin que sur le site e-commerce. Et là, effectivement, après chaque premier achat ou chaque achat magasin, on va identifier ce que la personne a acheté et on va envoyer un mail entièrement personnalisé avec des recommandations de produits complémentaires qui seront achetés directement sur le site e-commerce. Alors ça, c'est intéressant parce que finalement, ça me permet de me dire, ma cliente a acheté samedi en magasin. Dans le courant de la semaine, elle reçoit des emails qui lui donnent envie d'aller sur le site e-commerce. Et effectivement, pour la libérer, pour essayer de lui faciliter l'achat, je connais sa taille, donc je peux lui indiquer. Et deux, je peux aussi lui dire, finalement, achetez ce produit en e-commerce. Et de toute façon, le retour est gratuit en magasin. Donc, si ce week-end, c'est un produit qui ne vous va pas, vous pourrez de toute façon l'échanger en magasin. Donc, l'enjeu, c'est de favoriser l'omnicanalité. Le levier pour favoriser l'omnicanalité, c'est d'être pertinent dans les recommandations, de donner envie, concrètement. Et puis, deuxièmement, de baisser les barrières qui peuvent être des barrières, qui peuvent être des freins à l'achat e-commerce. Et notamment, le problème de la taille, on sait que c'est un des freins principaux, prioritaires à l'achat e-commerce. Donc là, on va chercher à baisser un maximum les freins de ce consommateur. Voilà pour cette deuxième partie. On a vu que finalement, la première partie, tout l'enjeu, c'était d'identifier des clients à forte valeur. La deuxième partie, c'était de les animer, en tout cas d'animer un grand nombre de clients, d'avoir un maximum de clients contactables. La troisième partie, pour développer la valeur client, c'est d'être capable de les solliciter aux moments qui sont les moments clés et avec des prétextes qui sont pertinents. Et donc, c'est là que vient toute la personnalisation rentre en jeu ici. Alors, pour déterminer les prétextes de prise de parole, d'abord, le premier sujet, il y a 3 typologies de prétextes. Il y a des prétextes chauds. Globalement, quand un consommateur passe sur votre site e-commerce, si vous êtes capable de le reconnaître sans même qu'il s'identifie, sans qu'il se logue, ça va vous permettre de savoir ce qui l'intéresse aujourd'hui, de scorer son intention d'achat, de comprendre les produits auxquels il est intéressé, et donc de rebondir automatiquement, immédiatement, en temps réel, avec des propositions de produits qui sont des produits les plus pertinents pour lui. On prenait l'exemple tout à l'heure du passage magasin. Il vient d'acheter en magasin, c'est tout frais, il a acheté son produit samedi. C'est extrêmement pertinent si on sait le relancer dès lundi avec les bons produits, des exemples d'usage de son produit qu'il a acheté, mais aussi des produits complémentaires qui sont pertinents. Et bien effectivement, ça c'est un autre prétexte chaud qui en général fonctionne très très bien et me permet de développer la valeur client parce qu'on va développer de l'upsell client. Après, il y a d'autres types de prétextes, des prétextes qu'on appelle froids. Et là, on n'a pas beaucoup de données chaudes, c'est-à-dire que là, on n'est pas capable de savoir ce qui l'intéresse aujourd'hui. Par contre, on a beaucoup de données qui sont des données d'historique. On sait ce qu'il a acheté, dans quel magasin. Donc là, on va chercher à prédire différentes choses. C'est est-ce que c'est encore un client qui est actif? Donc, on va chercher à détecter des clients qui sont à risque de churn, c'est-à-dire qui risquent de quitter l'enseigne. Et donc là, on a mis en place un modèle prédictif qui nous permet d'anticiper les clients, en tout cas d'identifier les clients qui ont une forte probabilité de quitter l'enseigne. Évidemment, lorsqu'on va identifier ça, on va mettre des actions qu'on appelle anti-churn, des actions pour les empêcher de quitter l'enseigne. Et il va falloir recommander des produits. Et là, il y a différents modèles de recommandation de produits. Ce qu'on appelle Ideal Product, par exemple, c'est un modèle qui me permet pour chaque individu que l'on a dans la base de données de savoir finalement quel est le produit qui est intéressant pour lui. Okay, donc, on va à froid anticiper ce moment de churn, qui est un moment de risque, et on va chercher à le réveiller, à le réactiver sur des produits qui sont a priori les produits les plus intéressants. Et puis après, il y a le troisième type de prétextes, ce sont des prétextes plutôt d'environnement, des prétextes contextuels. Et là, effectivement, est-ce que parce qu'il va faire beau ce week-end, on sait que ces clients vont se déplacer, et donc on va trouver des motivations pour leur donner envie de se déplacer en magasin, par exemple. Donc là, il faut être capable, pour chaque individu, par rapport à ses géolocalisations ou par rapport à son adresse postale, de calculer à tout moment la météo que l'on va avoir et donc être capable d'aller trouver des prétextes de communication. S'il fait très beau ce week-end à Nice et qu'il fait très froid à Strasbourg, je ne vais certainement pas solliciter les clients de la même façon et certainement pas avec les mêmes produits non plus. Donc là, on va utiliser ces prétextes pour adapter la communication. Quelques exemples ici. On peut prendre l'exemple de Gémeaux. Gémeaux, aujourd'hui, ils ont un portefeuille produit qui est extrêmement large puisque c'est à la fois de la chaussure, c'est à la fois du textile. Donc là, ce qu'on va chercher, c'est détecter sur le site de Gémeaux, le site e-commerce de Gémeaux, l'ensemble des intentionnistes, c'est-à-dire les clients qui nous montrent à travers leur navigation qu'ils ont a priori une vraie envie d'acheter.
Et donc, on va être capable de scorer cette intention en temps réel, de scorer l'appétence produit, c'est-à-dire les produits auxquels ils sont les plus intéressés. Et donc, on va renvoyer derrière des emails qui tirent parti de ce score d'intention, de ce score d'appétence pour être le plus pertinent possible. Et on voit qu'on a un vrai impact sur la conversion incrémentale à partir du moment où on l'envoie avec le bon produit, mais qu'on l'envoie aussi avec un timing qui va être le bon timing. On sait qu'un client en moyenne, il va mettre 7 à 8 jours pour pouvoir, entre le moment où il prépare son achat sur le site et le moment où il se rend dans le magasin pour consommer. Et donc là, l'enjeu, c'est d'être capable d'envoyer ça au bon moment par rapport à son parcours de préparation d'achat. Un exemple de prétexte froid. Effectivement, là, l'enjeu, c'est de souhaiter bon anniversaire au client. Donc là, on a mis ça en place avec l'enseigne Morgane, qui est une enseigne du groupe Beaumanoir. Tout l'enjeu, c'est d'être capable de se dire, si c'est une cliente que je n'ai pas vue depuis longtemps, quel est le modèle, quel est le produit que je vais pouvoir lui proposer pour lui donner envie de revenir dans l'enseigne au moment de son anniversaire. Et donc là, on a utilisé ce qu'on appelle un modèle cross-interest, c'est-à-dire que en fonction de l'ensemble des produits que cette personne avait achetés, de ce qu'elle a mis dans son panier, de ce qu'elle a visité, je dois pouvoir prédire quelle est la liste de produits qui va l'intéresser a priori. Et donc, en mettant ça en place sur la base de la plateforme Advalo, Morgane a constaté des taux d'ouverture extrêmement forts, de 30%, ce qui est important, des taux de clic de 5%, et globalement un impact sur le taux de transformation de cette typologie d'email de plus de 3%. Autre prétexte froid, si on revient sur l'enseigne RAM, de la même façon, c'est la Saint-Valentin, vous avez envie d'envoyer une newsletter. La question, c'est quel produit je recommande à quel consommateur. Et donc là, on a un modèle prédictif qu'on appelle Ideal Product qui nous permet de définir le ou les produits qui seront a priori les produits les plus intéressants, les plus attractifs pour chaque consommateur. Et donc, on va avoir une newsletter qui sera non pas la même newsletter pour tout le monde, mais avoir une newsletter qui peut contenir des éléments pour tout le monde, mais va contenir aussi des éléments qui sont extrêmement personnalisés, extrêmement individualisés. Donc ça va être des prétextes froids sur lesquels il faut être capable d'amener quand même des stratégies de personnalisation. Dernier élément, c'est une campagne qu'on a mis en place avec But. Alors pour le coup, c'est plutôt un prétexte chaud. On aurait pu le mettre dans les prétextes chauds. On se rend compte que on a un acheteur qui finalement est passé sur, un prospect, ou en tout cas un client qui est passé sur le site e-commerce. Notre plateforme lui a permis de l'identifier sans même qu'il se logue sur le site. On sait qui il est, on le reconnaît parce qu'on est capable de le digitaliser. Il va derrière acheter en magasin dans un magasin But. Et aujourd'hui, jusqu'ici, ce qui se passait, c'est que on continuait à renvoyer des bannières pendant très très longtemps. Là, l'objectif, c'est que pour tous les clients qu'on a repérés sur site et qu'on a reconnus en magasin parce qu'ils nous ont donné leurs coordonnées, eh bien, à partir de là, on va être capable de dire à Criteo, on arrête, on exclut ces clients des campagnes de retargeting pour éviter la surpression et éviter la fatigue de ces clients-là. Donc voilà, encore une fois, un prétexte chaud, c'est ce moment de l'achat magasin, comment traiter a posteriori ce prétexte. Il y a deux façons de le faire, effectivement, en cas de Criteo. Soit on exclut ce client des campagnes de retargeting, soit on propose des produits qui sont des produits complémentaires. Donc tout ça, ce sont des exemples, évidemment. L'objectif de ces exemples, c'est vous montrer qu'on est capable, si on veut développer la valeur client, d'agir finalement sur les 3 leviers qui sont les 3 leviers importants. Le premier, c'est d'identifier quels sont mes clients à plus fort potentiel, en qualifiant l'ADN et derrière en allant recruter des sosies de ses meilleurs clients. Le deuxième sujet, c'est évidemment d'animer mes clients à plus fort potentiel, donc d'être capable à la fois de développer la contactabilité à travers des canaux email, mais aussi des canaux digitaux, et puis de stimuler l'omnicanalité, de les amener à consommer aussi bien en e-commerce qu'en magasin. Et puis enfin, à travers la notification des bons prétextes de communication et du bon produit à proposer, on va être capable d'optimiser, de développer leur réactivité. Donc voilà les 3 éléments clés qui vont nous permettre de développer la valeur client. Ce que va amener la plateforme Advalo, c'est effectivement cette capacité à identifier les bons moments, les bons prétextes, à les mettre en place en se connectant à l'ensemble de votre écosystème de façon naturelle, de façon simple, et puis à vous permettre derrière de le mesurer de façon omnicanale, c'est-à-dire de mesurer l'impact de vos actions
à la fois sur ce qui se passe en e-commerce et aussi sur ce qui se passe en magasin. Donc voilà en synthèse les éléments clés qui seront des éléments, en tout cas des leviers d'action qui vont vous permettre de développer cette valeur client. Juste quelques exemples, on travaille avec une cinquantaine d'enseignes du retail et de l'automobile. Ce sont des gens qui ont des problématiques d'omnicanalité, qui ont des données digitales, des données magasins, qui ont besoin effectivement de retrouver de la performance dans leurs actions marketing. La sursollicitation du consommateur aujourd'hui, ça les impacte tous. Et donc, il faut qu'ils trouvent des bons moments, des bons prétextes et des bons canaux pour pouvoir contacter ces utilisateurs. Voilà un petit peu quelques exemples de ce que l'on peut faire. Après, j'imagine que pour chacun d'entre vous, les enjeux sont différents. Et pour ça, écoutez, soit vous nous transmettez en bas à droite si vous avez peut-être des questions et on peut les traiter tout de suite à travers le chat. Soit, si vous le souhaitez, vous pouvez derrière me renvoyer un email ou me contacter sur mon mobile pour qu'on puisse en discuter, qu'on comprenne vos enjeux et qu'on comprenne s'il est pertinent ou pas de discuter ensemble de la solution Advalo pour y répondre. Voilà, je vous laisse quelques minutes. Si vous souhaitez poser des questions sur le chat, n'hésitez pas. Et sinon, n'hésitez pas à me solliciter un petit peu plus tard.